toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un invité engagé et lumineux, Ulrich Lemarchand, président de l'association SOS Hommes Battus France. Son engagement est né d'un constat. Les violences faites aux hommes, notamment dans le cadre intime, restent largement invisibles, niées, minimisées. Et les victimes trop souvent se taisent par honte, par isolement ou par peur de ne pas être crues. Avec Ulrich, nous allons aborder un thème fort et nécessaire. Au fil de l'échange, nous explorerons comment naît l'emprise psychique dans le cadre intime, comment on se reconstruit quand on est un homme victime dans une société qui doute encore de leurs paroles, et comment on peut faire évoluer les mentalités sans opposer les genres, mais en élargissant notre regard sur la souffrance humaine. Merci à toi, Ulrich, d'avoir répondu présent à cette invitation. Ulrich, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter, nous dire pourquoi tu défends cette cause et présenter ton association SOS Hommes Battus France? Écoutez, merci déjà pour cet échange, cette invitation à discuter autour d'une thématique aussi, on va dire, délicate et sensible. Pour me présenter très brièvement, je suis, on va dire, de double nationalité, donc franco-canadien. Je suis né au Canada, j'y ai vécu durant mon enfance. Je suis venu en France durant mon adolescence et j'y habite dans le sud de la France depuis. On va dire, ça fait un tiers de ma vie ou un quart de ma vie au Canada et tout le reste en France. Je ne suis pas issu du milieu social au niveau sens professionnel du terme. Je travaille dans l'industrie au sens large, mais c'est qui m'a amené à m'interroger sur cette problématique. C'est d'une part les violences intrafamiliales. On en avait déjà évoqué avant cette réunion d'aujourd'hui, mais c'est quelque chose auquel j'ai été confronté en tant qu'enfant et en tant qu'ado. Et tu as bien fait de souligner le fait que bien il n'y a pas des violences uniquement faites aux femmes ou uniquement faites aux hommes, mais il y a des violences faites à l'être humain parce que bien je les ai constatées en tant qu'enfant sur ma mère et je les ai vécues moi-même ultérieurement en tant qu'adulte derrière dans mon couple. Des violences, il y en a de toutes sortes. Il y a des violences sociales, il y a des violences parentales, il y a des violences intrafamiliales, il y a des violences conjugales, il y a des violences professionnelles, il y a des violences institutionnelles. Elles ont, on va dire, beaucoup de ressemblances, beaucoup de liens et de similitudes. Et déjà très jeune, déjà adolescent, j'ai commencé à m'interroger sur ces questions-là. Jeune adulte, à bouquiner, je voulais comprendre déjà le phénomène de ce qu'on appelle souvent le syndrome de la femme battue. Pourquoi? De par ma mère, mais aussi de par mes amis d'enfance, amis eux, qui, on va dire, étaient imbriqués dans des schémas comportementaux que je ne comprenais pas. Bien évidemment, cette instruction m'a permis d'en appréhender et malheureusement, pour moi, il y avait, on va dire, tout un pan de ces violences que je ne maîtrisais pas et je ne les voyais pas venir et je les ai vécues au sens littéral du terme. Ça a été, on va dire, une épreuve par le feu. Voilà. Et c'est au travers de ce pan de vie où je me suis aperçu que je n'étais pas seul à ne pas les comprendre. Mon entourage, ma famille, mes amis, les institutions au sens large n'arrivaient pas à appréhender ces violences faites aux hommes. Et donc du coup, on bricole, on essaye de se réinventer à ce moment-là quand on a encore l'énergie de le faire. Et une fois extirpé suffisamment de mes propres épreuves, bien j'ai décidé de mettre cela à contribution, de transformer finalement cette douleur que j'avais subie en quelque chose de positif pour moi, mais aussi constructif pour les autres. D'où la naissance de l'association en elle-même, qui a vu le jour il y a à peu près 5 ans. À 2 semaines près, on va fêter notre 5e bougie
cette année. On a commencé à 3, donc comme toute association, un trésorier, un président, un secrétaire. Ça s'est étoffé depuis. On est un peu plus d'une trentaine d'adhérents aujourd'hui, dans lequel il y a des médecins retraités, des avocats, des juristes, des diplômés en psychocriminologie, des psychotraumas également. On a eu des assistantes sociales. Enfin bref, le tissu auquel on est habitué à entendre parler autour des victimes, bien sans surprise, on les voit, on va dire, converger vers nous et s'en inquiéter aussi. On a réussi à mettre en place quasiment dès le départ une permanence téléphonique. Donc les numéros sont sur notre site internet et les plages horaires disponibles sont affichées. Donc il peut y avoir entre 1 10, enfin ça fluctue parce qu'on n'est que des bénévoles, hein, il n'y a pas de salariés dans notre association aujourd'hui. On a mis en place depuis maintenant 2-3 ans également des cercles de parole où là c'est encadré par 2 thérapeutes. C'est à peu près à échéance tous les 2-3 mois où on organise un échange entre les victimes, les encadrants sur des thématiques données. L'idée étant de désenclaver ces victimes du sentiment d'isolement, du sentiment d'être seules en fait face à leurs problématiques, de voir que finalement d'autres personnes ont aussi subi des situations similaires, ont réussi à mettre en œuvre des processus juridiques, judiciaires, thérapeutiques pour s'en sortir. C'est aussi échanger les bonnes pratiques et bien je pense que c'était un petit peu le mot de la fin de ton introduction, se réapproprier un sens à la vie, revoler de ses propres ailes. Troisième pan, je dirais, sur lequel on intervient, c'est au niveau sensibilisation et information. Alors là on utilise le site internet mais essentiellement les réseaux sociaux pour converger ou du moins apporter des notions sur la psychologie, sur la justice, sur le judiciaire, sur le social, sur les articles de loi, sur ce qui se fait en France, mais ce qui se fait aussi à l'échelle européenne ou internationale, sur les violences conjugales intrafamiliales, que ce soit des hommes ou des femmes, hein, parce que là, pour le coup, il y a énormément de littérature et de documentation pour les femmes, il y en a beaucoup moins chez les hommes. On pourra expliquer cela un peu plus amplement plus tard, mais on essaie de proposer un condensé actualisé au fil de l'eau de ces informations-là. J'interviens également dans un 4e temps auprès des étudiants. Alors, je vais pas dire c'est une fois par semaine, des fois ça peut être 3-4 fois par semaine même, des fois ça va être 3-4 fois par mois, enfin la fréquence, elle est variable, mais généralement, c'est entre 50 et 100 étudiants par an qui nous contactent pour avoir une sensibilisation faite sur les violences faites aux hommes, telles qu'on est amené aujourd'hui à discuter. Pourquoi ? Parce qu'ils cherchent sur Internet à avoir du contenu et n'en trouvent pas. Se heurtent à, on va dire, des blocages auprès de leur centre de formation, auprès des institutions qui ont pignon sur rue, et ils ont bien conscience que les violences ne sont pas genrées au sens strict du terme, et donc vont aller essayer de chercher une porte ouverte, un dialogue, là où c'est possible. Est-ce que tu as été confronté dans ton parcours au scepticisme ou au rejet de ton action ? Alors, ça oui, à plusieurs égards. Plus on est visible et plus on va attirer ce genre de personnalité ou de posture. Tant globalement on reste discret et relativement dans l'ombre, en fait, on vient pas chafouiner, pour rester poli, les idées, les idéologies, les préjugés qui sont en place aujourd'hui. Mais j'ai eu des psychiatres et j'ai eu des avocats qui ont osé me dire au téléphone lorsque je les ai contactés, les violences faites aux hommes, ça n'existe pas. Et si tant bien qu'il y en ait, c'est qu'ils les ont provoquées. On entend aussi ce genre de propos de la part de juges, très ouvertement, lors de séances
au tribunal. J'ai eu également, alors là pour le coup c'est bien dommageable, mais on est là pour dire les choses. Certaines associations, de certains réseaux associatifs qui sont fortement connus, des dirigeants qui nous ont appelés et qui ont dit nous ne parlerons pas ouvertement des violences faites aux hommes sur nos pages ou sur nos réseaux pour ne pas attiser eux-mêmes, on va dire, du rejet ou de l'ostracisme. Ils avaient limite peur de perdre les subventions dont ils disposent aujourd'hui pour venir en aide aux victimes par le simple fait de parler des hommes victimes de violences conjugales. On a des artistes aussi avec lesquels on a collaboré qui se sont vus rembarrés, qui ont fait l'objet de mise à l'écart dans une ville complète où on leur a dit on veut bien que vous vous exposiez pour les femmes victimes, mais hors de question que vous vous exposiez pour les hommes. Donc oui, on va dire ce rejet, ce déni, cette difficulté à aborder, à accepter ouvertement de parler des hommes victimes de violences conjugales est une réalité et ça va jusqu'à, on va dire, aux échelles du gouvernement dans une certaine façon. Je crois qu'une association a sollicité l'Assemblée nationale sur le pourquoi officiellement le 3919 n'est pas une ligne nationale ouverte aux violences faites aux hommes et aux femmes. Et la réponse a été assez éloquente. Ils se sont, on va dire, rembarrés derrière les chiffres en disant vous avez qu'à appeler tel ou tel autre numéro, mais non, le 3919 ne communiquera pas à l'attention des hommes victimes de violences conjugales. C'est quand même dommageable. Voilà, on est dans une société où on veut l'égalité entre les hommes et les femmes en droit. Pourtant, les systèmes mis en place par le gouvernement ne le sont pas en termes de communication. Ce point de bascule pourrait venir de la part des médias qui te mettent en lumière et qui parlent de ton association, qui parlent de ce sujet. Où est-ce que tu as observé une évolution par rapport au traitement de l'information à ce sujet? Oui, il y a eu une évolution parce que au départ, c'est comme tout. Vous créez une petite brique, on vous voit pas, mais les algorithmes, le fait d'échanger, d'ouvrir le dialogue par capillarité, par échange, par réseau, par contact, les gens finissent par comprendre. On est passé dernièrement, alors c'était quoi, 30 secondes, 3 minutes sur France 3, Île-de-France. Il y a certains journalistes qui ont pris attache avec nous pour nous donner un peu de visibilité. Les étudiants, au départ, il y en avait quoi? Peut-être 5, 10, 20 tout au plus la première année. Comme je vous ai dit, l'année dernière, on était à peu près un peu plus d'une centaine d'étudiants qui nous ont contactés. Donc, on voit quand bien même que de plus en plus, l'inertie prend. Certaines victimes nous rapportent elles-mêmes que quand elles sont reçues au commissariat de police, elles sont mieux reçues de plus en plus. Il y a quand même des personnes qui sont humainement plus ouvertes, quand bien même le battage médiatique est quand même fortement imprégné d'un discours genré, il n'en demeure pas moins que certaines personnes restent humaines. Et la détresse humaine, ils arrivent à l'adresser malgré tout. Là, je suis en pourparlers avec une auteure qui voudrait s'intéresser à la question aussi. On a été invité à certains colloques, à certains événements très récemment également. La preuve en est aujourd'hui, on est en train de parler. C'est la première fois que, en 5 ans, qu'on a ce genre d'échange en visioconférence. Bon, aujourd'hui c'est avec vous. Qui sait, peut-être dans 6 mois, 1 an, ce sera avec quelqu'un d'autre. On est intervenu auprès de communautés d'agglomération. On est intervenu en lycée également pour sensibiliser notre jeunesse, nos lycéens. Donc, on est même intervenu auprès de la ministre de l'égalité des hommes et des femmes du Luxembourg. Donc, on voit quand même qu'il y a des choses qui bougent. On est intervenu auprès de l'ARS et de l'UNPS également. Voilà. Donc, il y a les médias. Alors, l'UNPS, on va préciser, c'est l'Union nationale de prévention du suicide qui regroupe toutes les associations de prévention du suicide
en France? Oui, ça prend, mais ça prend du temps. J'ai toujours dit qu'il fallait miser sur 10-15 ans facile avant de voir réellement les choses bouger. On en est à 5, donc bon, on verra dans 5 ans d'ici, à partir d'aujourd'hui, ce qu'il en sera. Quels sont les premiers signes qu'un homme peut repérer dans une relation toxique et qui doivent l'alerter? Bah, alors là, je vais me replier sur le consensus qui est fait dans l'univers thérapeutique. Généralement, on dit que les premières violences, elles sont psychologiques et morales. Et j'ai tendance à dire, hormis des problèmes, on va dire, mentaux, hormonaux ou de drogue qui font que globalement la personne violente perd tout discernement dès le départ et peut en venir à des violences physiques ou sexuelles d'emblée. Généralement, c'est une progression lente de violence psychologique et morale. Ce sont des dénigrements, des dévalorisations, des rabaissements. Enfin, même au travail, constamment dans mon univers professionnel, et il est majoritairement masculin dans le milieu industriel, j'en entends parler tous les jours. À la machine à café, à la pause du midi, et, et, et en fait, les hommes s'en rendent même pas compte en fait, qu'ils sont maltraités par leurs compagnes. Euh, Ils en parlent très ouvertement, sans même s'en rendre compte. C'est des petites insultes, c'est des petits dénigrements qui, cumulés, font que, et répétés, intensifiés, viennent émécher l'estime de soi, la confiance en soi, et on va dire le respect de soi en fait aussi. Il y a une certaine forme de prise de pouvoir petit à petit de la personne violente. Alors bon, la personne violente peut être un homme ou une femme, hein. On parle de couple homosexuel ou de couple hétérosexuel. Quand bien même, il y a quand même une majorité aujourd'hui de couples hétéros, il faut pas les oublier, les couples homosexuels. S'instille une posture de domination, de vouloir contrôler tout de l'un envers l'autre. Et après, c'est délicat parce que ils ne sont pas éduqués à le verbaliser, ils sont même pas éduqués à le reconnaître comme une violence. J'ai souvent tendance à dire les hommes adultes d'aujourd'hui ont été les enfants d'hier qui ont pris une claque sur la fesse en disant allez, arrête de pleurnicher, tais-toi, encaisse et avance. Il s'est pris une tarte à travers la figure, il s'est pris un propos désobligeant, il s'est fait rabrouer peu importe par qui, on lui demandera de ne pas verbaliser ou de ne pas reconnaître la légitimité de sa souffrance et de ne pas l'exprimer, mais de l'encaisser et d'avancer. Et ce qui fait qu'arrivé à l'âge adulte, quand il se prend une claque, pour lui, c'est normal. Quand il se prend un propos désobligeant de la part et répété ou intensifié de la part d'une femme, bah c'est normal. Et, limite, on va avoir tendance à dire, bah c'est normal, les femmes, elles sont comme ça. Non, en fait, les femmes, elles sont pas comme ça. Une femme respectueuse ne dénigre pas, ne dévalorise pas, ne démolit pas son conjoint à petit feu. Mais dans le consensus, ces préjugés, ces stéréotypes genrés de violence font que, bien, chez l'homme violent, on va avoir tendance à dire que l'homme violent est violent physiquement et tous les hommes sont violents physiquement. C'est un petit peu le discours et les préjugés qui se véhiculent au travers des médias et des réseaux sociaux. Et, et les violences, on va dire, féminines sont beaucoup verbales et psychologiques, mais on ne les reconnaîtra pas comme telles. Mais le corps, lui, le ressent. Et donc, c'est là-dessus il faut amener la personne à s'interroger. Mais si tu faisais pareil à ton compagnon ou à ta compagne, est-ce que, est-ce qu'on te le reprocherait? Si tu agissais de la même manière envers un animal ou un enfant, est-ce qu'on te le reprocherait? Très souvent, s'ils sont, on va dire, encore dans une posture suffisamment stable pour échanger,
parce qu'ils ont beaucoup d'instabilité sur le plan émotionnel et psychologique suite aux violences, ils vont reconnaître que, bah, oui, on va leur reprocher. Bah alors, si on leur reproche à eux, comment se fait-il que eux-mêmes ne le reprochent pas à la partenaire ou au partenaire violent d'agir ainsi? C'est toute une reconstruction du mode éducatif de nos petits garçons et de Oui, notre petite fille. toute une éducation, Euh, ouais, effectivement, ouais. bah c'est la jeunesse hein, qui va changer les choses. Je vais pas dire qu'on est une génération d'adultes qui est perdue d'avance. Le mot serait beaucoup trop fort, mais il n'en demeure pas moins que les mentalités suite à l'éducation changent sur le long. Donc, on verra d'ici 10 à 20 ans. Ulrich, est-ce que selon toi, l'emprise fonctionne différemment selon le genre ou le statut social? Alors non, ça affecte les deux genres et ça affecte tous les statuts sociaux. On le voit chez les hommes, la quasi-totalité des hommes victimes de violences conjugales qui nous contactent sont sous emprise et ça s'observe dans leur comportement, dans leur manière de s'exprimer et dans les statuts sociaux. Je le dis sans, alors je vais pas dire en rigolant, mais il y a mais on voit de tout. On voit, on va dire, des ouvriers, on voit des employés, on voit des artisans, on voit des techniciens, on voit des ingénieurs, on voit des psychologues et des psychiatres, on voit des médecins nous appeler, on voit des militaires, on voit des spécialistes des arts martiaux nous contacter. J'ai même eu, moi, à gérer un béret vert. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un béret vert, c'est les forces spéciales françaises. Donc, ceux qui sont rompus à encaisser les pires déviances physiques et psychologiques au sein de l'armée. Et je l'ai reçu dans un état fort discutable, voilà, pour rester poli. Ça a été, on va dire, le pire cas que j'ai pu gérer, parce que on s'attend effectivement à avoir une stature, bah, de par sa stature physique, à avoir quelqu'un de robuste. Et en fait, bien, tout être humain a des vulnérabilités et suffit de les connaître et d'appuyer dessus. N'importe qui, homme, femme, jeune, vieux, n'importe quel statut, viendra à perdre ses moyens. Il a perdu ses moyens. Elle a trouvé la faille chez lui et elle a appuyé dessus. Bon, Dieu merci, il en est sorti. On a réussi à faire appel à sa famille pour lui venir en aide. Euh, mais euh, mais la situation était cocasse. J'ai même eu un réfugié politique et j'ai même eu un politicien de la scène française. Voilà. Donc on voit que toute l'échelle française est dans le spectre. Voilà, je m'étalerai pas, on va dire, sur les identités des personnes parce que ça n'a pas lieu aujourd'hui, mais l'emprise, c'est comment la personne se ressent. C'est en fait ça s'applique à la victime. Maintenant, il faut comprendre que l'emprise, c'est le prisme de compréhension de la victime. On parle souvent en parallèle du contrôle coercitif, qui est le prisme d'appréhension de ces violences de la part de l'auteur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de réflexions dessus. On est en train de faire valoir, enfin, il y a une proposition de loi qui est sur la table, qui a vu le jour début 2025. Le Sénat a déjà validé ces schémas-là en avril 2025, sauf erreur de ma part, sur les mécanismes de l'auteur, comment l'auteur s'y prend pour mettre la victime sous emprise. On en parlait un petit peu avant sur certains critères qu'on observe chez la victime, mais il est important aussi de garder un œil sur comment ces mécanismes se mettent en place chez l'auteur. Parce que quand on a affaire à la loi, on condamne les actes de l'auteur, pas les actes de la victime. Donc c'est important de caractériser l'acte de l'auteur. Évidemment, la manière dont ça va se traduire chez la victime et contextualiser l'ensemble
entre l'auteur et la victime est important. Et il faut comprendre les deux facettes. L'un sans l'autre, on passe à côté de l'essentiel. Voilà, on peut venir en aide à la victime, mais si on n'a toujours pas compris comment l'auteur fonctionne derrière, eh bien l'auteur va potentiellement continuer. Et de la même manière, si on comprend l'auteur et qu'on le traite, c'est pas pour autant que la victime va s'en sortir, parce qu'elle va peut-être réitérer son comportement avec un tiers, ou alors vivre ce qu'on appelle le stress post-traumatique et se désagréger petit à petit dans son coin parce qu'elle est oubliée dans le processus pour le processus de guérison. Voilà. Je te remercie. Alors, tu parlais de vulnérabilité tout à l'heure, et s'il y en a une, c'est bien celle des sentiments et des émotions. Certains hommes peuvent être pris dans une forme de soumission inconsciente à leurs besoins émotionnels et sentimentaux, ce qui peut être manipulé ou instrumentalisé par un partenaire malveillant. As-tu été confronté dans ton écoute ou ton accompagnement à des situations dans lesquelles la sexualité où le désir était utilisé comme moyen d'emprise sur un homme? Alors oui, alors, je dirais que c'est le tabou du tabou du tabou. Hein. Dans les violences conjugales, on a tendance à dire dans les violences conjugales est un tabou en soi. Dans les violences conjugales, la violence conjugale faite aux hommes est un tabou, et dans les violences conjugales faites aux hommes, les violences sexuelles sont, on va dire, à l'épicentre des tabous. Rares sont ces hommes à vouloir aborder ce côté-là parce que ça touche profondément à l'intime et au psychologique et à l'image de virilité dont on parle souvent et qui est souvent décriée. Mais oui, ils ne comprennent pas forcément leur physiologie sur le plan sexuel. Le lien entre les sentiments, les émotions et la sexualité n'est pas forcément très bien éduquée et donc comprise par les hommes, encore moins par les femmes, du coup. Ben, je sais pas si tu m'autorises à rentrer dans du langage peut-être un peu plus franc et peut-être un peu plus cru, mais si c'est OK pour toi, ben on va Dans la parler li- de. Oui, enfin, il n'y a pas de tabou à Super Hero. On est là justement pour ouvrir la parole OK. et pour permettre aux gens d'être à l'aise dans la limite, bien sûr, du convenable et du décent. Mais là, je pense qu'il n'y a pas besoin de le préciser avec toi. Donc, bien évidemment, OK. je t'en prie. Bon, bah, alors dans ces cas-là, on parlera, on va dire, d'érection, on parlera d'orgasme, on parlera d'éjaculation, on parlera de pénétration. Hein. Enfin, ce sont des termes très, enfin, normaux qui font partie de la vie courante, surtout dans un couple. Et tout ça est instrumentalisé. Souvent avec les étudiants, surtout ceux qui sont en milieu thérapeutique, sexologie, dans la psychiatrie, j'ose leur poser la question, savez-vous quand est-ce que et à quelle fréquence un homme peut avoir une érection? Quels sont les mécanismes physiologiques qui font qu'un homme va avoir une érection? Et généralement, dans 8 à 9 cas sur 10, personne ne sait me répondre de manière, on va dire, exhaustive et suffisante. La réponse brute de décoffrage, c'est ben par désir, parce qu'un homme, bah forcément, ça veut toujours avoir des rapports sexuels, ça a toujours du désir, et quand ça a une érection, c'est que ça a envie. Ben en fait non. Je pense que certains autour de la table ont entendu parler des érections matinales. L'érection matinale n'est pas une érection qui est déclenchée par pur désir. Généralement, c'est un système physiologique de la prostate qui globalement envoie un signal. Bien, j'ai besoin d'aller aux toilettes hein, pour parler cru. Mais il n'en demeure pas moins qu'il a une érection le matin et au lever du lit, on va dire, les énergies sont assez présentes. Les câlins du matin, hein, les rapports sexuels du matin sont monnaie courante. Mais pour autant, c'est pas parce que il a une érection qu'il est à côté de vous que, mesdames, vous avez tous les droits et l'autorisation de vous sentir légitime sans lui poser la question de dire qu'il veut un rapport sexuel et
à avoir on va dire, des contacts sexuels avec lui à ce moment-là sans lui en parler. Pris au dépourvu, ça peut poser problème. Mais lui-même n'a pas forcément conscience que les réactions qu'il a du matin est aussi due à un phénomène physiologique. Donc là, Euh, tu nous parles de consentement également. Exactement, il y a la Mm. notion de consentement derrière. On parle souvent des cycles hormonaux chez les femmes. On en parle beaucoup parce que ça fait partie du cycle de la procréation humaine, parce que ça se voit de par les menstruations aussi. Et donc, du coup, on ne peut pas l'éviter. Mais les cycles hormonaux masculins existent aussi. Mais pourtant, quand je pose la question, à quel rythme sont ces cycles hormonaux chez les hommes et quelles sont les incidences de ces cycles sur l'homme, on ne sait pas me répondre. Bien, il y en a beaucoup pendant une journée de 24 heures. Et il y a même eu un documentaire qui a mis en fait ce phénomène en lumière. Alors, à la base, ça s'adressait aux hommes sportifs de haut niveau et carnassiers qui mangeaient des protéines animales. Et ils ont fait, on va dire, un parallèle entre les protéines animales et les protéines végétales. Et au travers de ce documentaire, ils ont commencé à analyser l'influence de ces deux protéines sur les cycles hormonaux masculins. Et ça a été très intéressant parce qu'on s'aperçoit que l'homme a des dizaines d'érections par jour, non souhaitées d'un point de vue euh, désir, envie sexuelle. C'est simplement le cycle hormonal qui les déclenche. Alors évidemment, derrière cette érection qui peut apparaître, il y a du désir qui peut survenir. Les deux peuvent être concomitants. Il n'en demeure pas moins que l'homme peut avoir une érection et ne pas avoir de désir envers la femme en face de lui. Et quand bien même il ait un désir envers, on va dire, l'enveloppe charnelle, la beauté physique de la femme, s'il n'est pas lié en sécurité émotionnelle et psychologique avec cette femme, il peut avoir l'érection qui apparaît parce qu'il y a un désir physique qui se déclenche et pour autant ne pas vouloir avoir un rapport sexuel. Le schéma typique, c'est elle le dénigre, elle le dévalorise, elle l'insulte, en fait, elle le maltraite, elle le violente psychologiquement et moralement. Il a une érection qui apparaît parce qu'il n'en demeure pas moins qu'il trouve sa femme belle physiquement. Mais est-ce qu'il a pour autant envie d'avoir un rapport à ce moment-là avec elle de par la manière dont elle vient de le traiter? Non. Est-ce Et, que on est proche du viol? ah bah là, pour le coup, on frôle. Enfin, on frôle l'agression déjà, le harcèlement, c'est-à-dire que si elle voit qu'il y a une érection, elle va peut-être se montrer insistante à vouloir avoir un rapport sexuel. Il faut savoir que les personnes violentes sont dans une volonté de domination. Et domination morale, psychologique, physique, sexuelle, à tout niveau. Et quel que soit le domaine dans lequel les personnes violentes vont être confrontées, elles vont vouloir en abuser, prendre le contrôle. Donc, si elles ont elles-mêmes des pulsions qu'elles n'arrivent pas à contrôler à ce moment-là sur le plan sexuel et qu'elles désirent leur partenaire, elles vont vouloir se montrer harcelantes. Certaines femmes vont les harceler jusqu'à 6 heures du matin, les empêcher de dormir. Un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. On le sait chez les femmes. Enfin, je ne vais pas vous poser la question, mais je le sais très sciemment pour en avoir discuté avec nombreuses d'entre elles. Elles vont finir par céder et avoir un rapport sexuel avec leur partenaire parce elles en peuvent plus de la volonté d'avoir un rapport sexuel et d'être empêchées de dormir. Eh bien, l'inverse est tout à fait exact aussi. Les hommes vont finir par céder. Des érections, il y en aura. Des orgasmes, il y en aura. Des éjaculations, il y en aura. Et je me rappelle, il y a encore pas si longtemps, on disait, mais une femme qui lubrifie pendant le rapport sexuel, c'est forcément qu'elle voulait avoir un rapport sexuel. Ben non, en fait. Un homme qui éjacule ou qui a un orgasme, c'est pas pour autant qu'il voulait ce rapport sexuel. C'est simplement un mécanisme physiologique qui se déclenche. Une friction sur son sexe
pendant un certain nombre de temps, peut déclencher une éjaculation. Un orgasme aussi. Est-ce qu'il se sentira honteux d'avoir un orgasme alors qu'il ne voulait pas le rapport? Oui. Est-ce qu'une femme qui a un orgasme lors de son rapport sexuel non consenti se sentira honteuse? Oui. Donc, on frôle le viol. Souvent, bah, on se demande, mais comment on viole un homme? Parce que il n'y a pas forcément de pénétration. La loi a été revue récemment. Elle date de 2021, sauf erreur de ma part. La dernière version, c'est tout acte bucco-génital par l'une ou l'autre personne, d'accord, par force, surprise, enfin coercition en fait, violence. Euh, on parle souvent de la force physique de l'homme qui va pousser la femme à céder et à accepter d'être pénétrée. Mais si la femme arrive à briser par contrôle coercitif son compagnon et à le forcer à la pénétrer sans consentement parce qu'il n'en peut plus, c'est un viol. Alors, De... Ulrich, Oui, merci beaucoup pour ces explications qui, je oui. pense, vont apporter vraiment un éclaircissement à beaucoup de comportements intrafamiliaux dans les couples, Hmm. peut-être une remise en question et cette notion du consentement, quelquefois Merci. pas par indélicatesse, mais juste par méconnaissance. Et je pense que le sujet que tu viens d'évoquer est très, très, très important. Alors, dis-moi, quels sont... Je me permettrai juste de Oui, faire une petite dernière parenthèse avant que tu poursuives. Et parce que tu fais bien de le dire, la méconnaissance. Les femmes ne sont pas éduquées à exprimer leurs désirs et leurs besoins. Beaucoup de femmes encore aujourd'hui attendent que ce soit l'homme qui prenne les devants. Et beaucoup de femmes, quand bien même on parle de consentement, refusent de rentrer dans un dialogue. Parce que le fait de verbaliser son désir et son envie est une forme de honte pour elles. Elles attendent que l'homme entreprenne sans même ouvrir la communication et le dialogue. Mais on joue sur des terrains très glissants. Et à l'inverse, c'est encore pire. Une femme ne viendra pas d'elle-même solliciter verbalement son désir et ses envies sexuelles envers un homme si c'est pas lui qui l'entreprend ou très peu. Voilà. Je alors, te cède la parole. Quels sont, selon toi, les freins psychologiques ou sociaux qui empêchent un homme de demander de l'aide? Ah bah, le premier frein pour moi, c'est les représentations du genre, c'est-à-dire comment on a éduqué l'homme depuis son enfance à exprimer ses besoins, ses désirs, c'est ce qui lui est nécessaire dans la vie. On ne lui a jamais appris à exprimer ses besoins. On lui refuse. C'est agis et brutalement tais-toi. Donc, les émotions, les sentiments, on ne les légitime pas chez nos garçons. Ce qui fait que s'ils n'ont pas été habitués, ils arrivent à l'âge adulte et ils ne savent toujours pas le faire. Alors bon, je vais faire une digression. J'ai fait partie de ceux qui ont, heureusement pour moi, été éduqués à les exprimer. Ma mère était féministe. Pour le coup, elle avait très bien compris déjà dans les années 80 ce schéma éducatif. Et pourtant, ça m'a pas empêché de finir victime. Donc, c'est 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 pas une règle d'or, quoi. C'est pas blanc ou noir. C'est beaucoup plus subtil que ça. Mais la grande partie des hommes avec lesquels enfin, que je côtoie au quotidien, je le vois. C'est pas inscrit sur leur front, mais ne savent pas exprimer leurs besoins, leurs envies et ne savent pas demander de l'aide. Pourquoi? Parce qu'ils doivent être forts. Ils doivent être tenaces. Et je pousse le vice plus loin. Beaucoup de femmes encore aujourd'hui attendent de l'homme avec lequel elles partagent leur vie d'être fort et tenace. Si tu faiblis, flanches à ce niveau-là, tu n'es pas un homme digne d'être à mes côtés. Et donc, du coup,
je vais aller voir ailleurs. Et donc, du coup, on lui renvoie systématiquement, que ce soit par la jante masculine, par la jante féminine, il se retrouve entre le marteau et l'enclume, un refus d'être sensible, d'être vulnérable, de demander, d'accepter d'avoir des failles et de ne pas tout maîtriser et de demander de l'aide. Du coup, il encaisse et il encaisse. Et donc, du coup, il reste dans cette posture-là, un peu bloqué. Alors, notre public comprendra là que nous ne sommes pas en train de tomber dans la comparaison hein, ou la concurrence des souffrances entre hommes et femmes et que dans chaque genre et chaque situation, on peut retrouver les mêmes processus. Maintenant, je vais orienter sur les homicides conjugaux, puisqu'on parle beaucoup, on comptabilise les féminicides chaque année. En 2023, nous avions comptabilisé, je crois, 96 féminicides. Et donc, on a 25%, tu dis, Ulrich, à peu près de décès masculins par homicide conjugal. Maintenant, est-ce qu'il serait possible que certains homicides conjugaux passent inaperçus ou soient mal classés, comme des accidents ou des morts naturelles, par exemple, mais qui Euh, pourraient... Ouais. oui, pour répondre très très brut de décoffrage, je dirais que aujourd'hui les violences conjugales ne sont abordées que parce qu'on voit toujours. Donc les violences physiques. Il y a que depuis peu finalement qu'on commence à creuser, à gratter et à caractériser les violences invisibles, à savoir morales et psychologiques. Quand une personne victime de violence conjugale va être couverte de plaques de psoriasis sur le corps, va développer des cancers, peu importe lequel, va développer des maladies chroniques de par le stress chronique qu'il a vécu et les violences perfides, perverses et invisibles qu'il a subies pendant des mois, des années, voire des décennies dans certains cas, euh, comment faire le lien à une époque, on disait entre l'amiante et les conséquences derrière, les accidents du travail, comment caractériser ça? Ça a été un long processus. Ben, on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire comment caractériser le fameux contrôle coercitif et toutes ces déclinaisons de violence morale et psychologique derrière et les conséquences sur l'être humain et l'invisible. Ben, aujourd'hui, les décès n'échappent pas à la règle. On adresse les homicides, donc ceux qui se font poignarder, ceux qui globalement sont fusillés, enfin sont abattus. Et on a à peu près une centaine de victimes féminines et à peu près entre 20 et 30 euh, morts violentes chez les hommes. Donc ce rapport de 20 à 30% se traduit là encore. Il n'en demeure pas moins que certains sont classés comme accidents parce on se pose pas les bonnes questions face à la situation. Mais il y a aussi les suicides Oui, et on et se pose pas les c'est un bonnes sujet. questions. Ouais. C'est un Je, sujet très délicat qui a été appréhendé par les associations féminines. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs centaines d'associations féminines en France, en Europe, dans le monde, enfin, et au-delà dans le monde, et ce sont des milliers. Mais à l'échelle nationale française, les associations d'aide aux victimes masculines, il y en a qu'une qui est reconnue d'intérêt général, c'est la nôtre. Une. Pour des centaines côté féminin. Donc il est normal et entendable et louable qu'elles appréhendent leur prisme à elles, parce qu'elles viennent avec leurs propres souffrances à la table et elles veulent creuser, elles se fédèrent, elles veulent comprendre jusqu'où ça va et comment l'adresser. Et chez nous, on a énormément, chez les hommes, il y a beaucoup de retard parce que bien ce parallèle n'est pas fait. Mais il y a quand même des réflexions. On est quand même capable enfin, on a tous un cerveau et est capable de faire des liens, des rapprochements. On sait que dans les suicides, il y a à peu près 10 000 suicides par an. Alors là, et c'est un chiffre statistique qui est diffusé par le ministère de la Santé, l'UNPS également, et puis toutes les associations qui en découlent. On sait que dans ces suicides, aujourd'hui,
il y a une majorité de tentatives chez les femmes pour une minorité chez les hommes, mais on a une majorité de suicides avérés chez les hommes pour une minorité, enfin, pour une minorité chez les femmes. J'aime pas tellement parler de chiffres parce que je préfère toujours parler de l'être humain, mais il n'en demeure pas moins qu'on a à peu près 7 à 8 000 hommes qui se suicident par an. Et dans ces 7 à 8 000, personne ne se pose la question de quantifier quel est le pourcentage qui serait dû à des violences conjugales derrière. Alors, Pourtant, tu as raison, excuse-moi, je te coupe, mais la réflexion que tu émets là est importante. J'ai trouvé des statistiques, moi, par rapport aux violences familiales faites aux femmes, où il en découle 700 à peu près tentatives de suicide pour les femmes qui vivent ces situations-là. Donc, on a des décès, des féminicides, mais on a aussi des tentatives. Pour les hommes, si on a un chiffre de décès sous les coups de leur compagne, nous n'avons pas de chiffre concernant les tentatives de suicide pour les hommes. Et on sait que les hommes meurent suite à une tentative trois fois plus que les femmes, puisque eux, ils choisissent des moyens très violents pour mettre fin à leur jour. Donc, effectivement, dans les statistiques de décès liés au suicide, on a plus souvent des hommes que des femmes qui commettent plus souvent les statistiques aujourd'hui chez les femmes, c'est 2000 suicides, à peu près 2000 à 2500 suicides par an. Tu parlais des 700. Il est souvent cumulé les tentatives et les suicides de manière indifférenciée. Ça donne un chiffre plus gros. Alors, je sais pas exactement d'où émane le chiffre de 700. Moi, j'avais un chiffre un peu plus volumineux en tête qui dépassait les 1000, mais admettons un peu moins de 1000 ou un peu plus de 1000, on en est quand même à plusieurs centaines et c'est déjà, on va dire, inacceptable. Et ça partait à la base. Le tout premier chiffre sur les femmes émane de réflexions européennes et de la Commission européenne. On parlait de 10-11%. Et donc, il y avait un chiffre à l'époque de 200 femmes qui se suicident par an. Bon, entre-temps, on est passé de 200 à 700 et potentiellement de 700 même à au-delà de 1000. Pourquoi? Parce que on y agrège aussi les tentatives de suicide pour raisons conjugales. Je ferai une distinction entre tentative, qui est un appel au secours, et le suicide, qui est j'en peux plus, je ne vois aucune possibilité autre que de mettre fin à mes jours pour trouver la paix. Alors, c'est pour faire court. Chez les hommes, en France, cette réflexion n'a jamais été abordée. Donc, moi, pas plus con qu'un autre, j'ai essayé de chercher à l'international. La fourchette de pourcentage va de 5 à 35% d'un pays à un autre, ce qui est énorme. Moi, de manière conservative, je vais rester sur 5%. 5% de 8000, faites vos comptes. Alors, voilà. Ulrich, on arrive au bout d'une heure là déjà de rencontre. Oui. Donc, ce que j'aimerais maintenant, c'est que l'on aborde les solutions concrètes quand tu as affaire à quelqu'un qui manifeste une violence intrafamiliale, pour pouvoir également après laisser la parole aux participants si certains veulent poser des questions directement. Donc, très rapidement, quelles seraient les solutions concrètes que tu aurais dans l'urgence à proposer à quelqu'un qui manifeste donc souffrir de violences intrafamiliales? Alors, la notion d'urgence est à dissocier du reste. Les urgences, ce sont les services d'urgence. Donc là, on parle de l'hôpital, on parle du 17, du 18, du 112, du 115. Ce sont les numéros d'urgence. Du 3114 pour tout ce qui est idées suicidaires, hein, parce que là, on est tous les deux, nos deux associations sensibilisées à la question du suicide. Le 3114 est le numéro d'urgence qui est géré par des spécialistes, des psychologues, psychiatres, qui traitent les idées suicidaires. En dehors de cette urgence-là, on va dire dans un second temps, tout simplement notre association l'a contacté. Hein, je parlais de la permanence téléphonique. On a des numéros, des plages horaires. On peut nous contacter par mail également. On peut nous contacter. Alors c'est sosombattufrance@gmail.com. Mais on trouve les coordonnées sur notre site internet. Il y a les réseaux sociaux où on peut nous contacter aussi indirectement, mais on préfère
par mail ou par téléphone. Il y a d'autres associations, mine de rien, qui restent à l'écoute et ouvertes. Certaines associations féminines n'en restent pas moins humaines. Il y a le réseau France Victimes, où il y a des antennes par département qui peuvent et qui sont agréées, là pour le coup, officiellement reconnues d'utilité publique et qui ont un pied dans les systèmes juridiques et judiciaires, qui peuvent accompagner sur le plan thérapeutique et juridique, ce que nous ne pouvons pas. Nous, on offrira de l'écoute, on offrira du conseil de première nécessité, on offrira de l'orientation vers des structures et des professionnels en place, vers des avocats, parce qu'on le sait, les victimes souvent perdent un petit peu leurs moyens, hein, elles sont en stress, elles n'ont pas les idées claires, elles ont besoin d'être apaisées, elles ont besoin d'être entre guillemets cadrées, d'être accompagnées, d'être rassurées dans leur procédure. Certaines victimes nous appellent avec déjà des idées de ce qu'il doit être fait, mais sont en telle perte d'estime et de confiance en elles-mêmes qu'elles ont besoin d'être confirmées dans leur choix. Est-ce que je fais bien d'eux? Ben, on va en discuter avec eux. Et on va leur dire oui, non. Peut-être que ce sera une autre approche qui en émanera, mais c'est ouvrir le dialogue. C'est leur offrir l'écoute là où ils n'en ont jamais eu auparavant. En dehors de ces grands axes-là, Tu parlais du le rôle. médecin traitant, son thérapeute, trouver un avocat indépendamment de nous, c'est aussi une opportunité, une assistante sociale, voilà, le CCAS, c'est aussi des pistes à envisager. Certains sont formés. Je cède la parole. Tu parlais tout à l'heure du rôle de abritant. Oui. Est-ce que tu peux en dire deux mots, s'il te plaît? Alors là, pour le coup, je peux en parler à titre personnel parce que une des opportunités, enfin, une des raisons pour lesquelles j'ai pu, moi, me sauver, c'est que j'ai été accueilli par un abritant. Alors, pas au sens officiel du terme, hein. Il y a des refuges qui existent, qui sont en lien avec le ministère de la Justice et de l'Intérieur, où généralement, les femmes peuvent bénéficier de pouvoir quitter leur domicile à défaut de faire expulser la personne violente du domicile. Il y a des associations qui se mettent en place maintenant, qui se professionnalisent dans ce domaine et qui essaient de trouver des bénévoles qui veulent bien mettre à disposition une dépendance, une chambre, un appartement, une maison, enfin ce qu'ils ont comme lieu pour dont ils n'ont pas de besoin pour rentrer après en dialogue avec les systèmes juridiques et judiciaires et donc offrir cet échappatoire momentané de quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Moi, j'ai été hébergé pendant 2 mois par un marin-pompier à Marseille. Ça a été une chance inouïe. Je dormais dans mon véhicule à cette époque-là. Donc, pourquoi? Parce que les refuges pour les hommes, ça n'existe pas en France. Dans d'autres pays, oui. En Suisse, ça existe. Au Luxembourg, sauf erreur de ma part, c'est en train de se mettre en place. En Angleterre, il y en a. Au Canada, il y en a. Aux États-Unis, il y en a. En Australie, il y en a. En France, il y en a pas. En tout cas, il n'y a pas de communication officielle là-dessus. Et donc, du coup, c'est bien que ces associations-là soient en train de se créer et de se mettre se réseauter. Et j'ai pris contact avec l'une d'entre elles. C'est quelque chose qui m'importe parce que j'ai pu, moi, à titre personnel, en bénéficier indirectement il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, je pense que les hommes, si font appel à cette structure, alors c'est un abri qui sauve des vies, hein, c'est le titre de l'association. Y en a-t-il d'autres? Très certainement, mais c'est celle qui est la plus connue à mon sens aujourd'hui. Vous pouvez les contacter directement, indépendamment d'une procédure judiciaire ou juridique. Voilà. Alors, je mettrai le lien de toutes ces ton association, tous les liens vers toi et vers cette association-là dans la description.
Si tu es d'accord, maintenant, Ulrich, nous allons laisser la parole à ceux qui ont des questions à poser. Peut-être qu'il n'y a pas de questions, tu as déjà répondu à tout. Euh, si, Étonnant. si certains, évidemment, moi j'invite tout le monde à revenir vers toi après pour plus d'informations et pour développer. Mais si dès maintenant certains veulent prendre la parole, c'est avec joie, avec plaisir. Allez-y, c'est à vous. Merci beaucoup, Ulrich. C'est très intéressant. C'est un sujet qui n'est pas quand même courant, en effet, qui n'est pas abordé du tout dans les médias, ni que ce soit à la télé, à la radio, les journaux, etc. C'est vraiment intéressant. Et je me pensais que quel conseil tu pourrais donner à une personne qui a un proche justement ou une connaissance qui peut subir cela et par ses paroles, sa confidence par exemple, mais comment peut-on l'aider? Bien sûr en lui donnant les références, etc. Mais c'est délicat aussi parce que lui il va peut-être pas vouloir trop s'investir ou parler. Et moi, de mon côté, peut-être pas trop l'interroger, mais l'aider aussi. C'est la difficulté, il me semble. Que, je sais pas ce que Ah tu en penses. bah, je te remercie. On va se permettre de se tutoyer. Je te remercie pour la question. Elle est excessivement pertinente. C'est un sujet que j'aborde avec les juristes et les thérapeutes de l'association. On le voit souvent déjà dans le milieu avocat et thérapeutique. Si on est trop brutal, trop frontal avec la victime, et Madame Ziegler en parle très souvent quand elle prend la parole. C'est une thérapeute qui est connue sur la scène nationale. D'autres en parlent aussi. La victime a tendance à se refermer comme une huître, à se braquer. Il y a comme un syndrome de Stockholm qui peut s'observer chez ces victimes où elles n'ont pas encore conscience d'être sous emprise. Elles n'ont pas encore conscience de ce contrôle coercitif. Il y a encore énormément de ce qu'on appelle le bombardement d'amour enfin, elles sont encore énormément rattachées à ce début de relation qui était, je ne vais pas dire idyllique, mais presque, voilà, agréable. Elles ont toujours espoir de pouvoir arranger leur couple, arranger la dynamique, et vont rentrer en opposition avec la personne qui va leur tendre la main. Si vous leur dites quitte ton conjoint, quitte ta conjointe, la porte se ferme. Les thérapeutes qui sont sensibilisés préfèrent un mode dégradé. Voilà, très ouvertement, ils vont vous le dire. On acceptera de fonctionner en mode dégradé avec notre victime qu'on a en face de nous pour ne pas la perdre jusqu'à temps qu'elle déclique et qu'elle se rende conscience et qu'elle revienne vers nous en disant monsieur, madame le thérapeute, monsieur, madame l'avocat, monsieur, madame papa, maman, ami, ami eux, j'ai enfin ouvert les yeux, j'ai enfin compris, j'ai besoin de ton aide. Mais pendant ce cycle-là, la personne aidante doit rester présente en filigrane. Voilà, je suis présent, tu as besoin de moi, ma porte est ouverte, mon téléphone est à disposition, entre guillemets, à disposition. Il faut savoir mettre les limites aussi, hein. J'expliquerai le pourquoi de ces limites avec les victimes, mais montrer sa présence, sa bienveillance, toujours rester là, semer des graines, poser des questions. Ça peut être aussi une bonne occasion de sortir la personne de son contexte habituel, aller faire une balade, bord de mer, en forêt, en montagne, libéré, en pleine nature. Voilà, libéré de tout ce stimuli. Ça peut être dans un cercle amical ou familial, isolé de la personne violente aussi, et invité à questionner, voire parler de situations avec d'autres personnes. Leur évoquer, ouais, j'ai un collègue de travail ou une collègue de travail qui traverse ça, enfin globalement, judicieusement semer des graines sur des situations qui sont similaires à la sienne, mais qui s'appliquent à d'autres. Et voir si il fait le lien à ce moment-là.
Il faut faire attention, par contre, à mettre des limites sur ses propres émotions, sa propre énergie. Beaucoup d'aidants, par contre, finissent par se brûler et finissent en surmenage, en burn-out. Et là, quand on voit les signaux faibles à ce niveau-là, on ne manque pas de dire veillez à vous rapprocher d'un thérapeute, s'il vous plaît. Voilà, la charge mentale de l'aide que vous êtes en train d'apporter est en train de dépasser ce que vous êtes capable de donner. Réapprenez à rééquilibrer tout ça parce que vous allez, enfin, c'est comme une personne qui est chez les noyés. Voilà, ceux qui ont fait, on va dire, des formations de secourisme en mer ou en piscine, on vous dira si la personne se noie et se débat, vous lâchez prise. Alors moi, il s'avère que j'ai fait cette formation et je suis venu en sauver une personne. La personne s'est laissée faire. J'ai pu la ramener au bord de plage. Mais dans certains cas, elle vous enfonce, elle vous tire vers le fond. Et c'est le même schéma sur le plan psychologique et moral avec une victime de violence conjugale. Elle peut vous tirer vers le fond. Et si vous arrivez pas à lâcher prise à ce moment-là et à vous prémunir, vous vous enfoncez avec elle. Voilà. Donc, il faut savoir mettre ses limites. La personne, elle peut vous appeler matin, midi, soir, nuit. Elle peut être excessive. Pourquoi? Parce que dans le silence environnant, ce manque d'écoute des gens autour, s'il y a une personne qui lui tend l'oreille, elle va s'accrocher à elle. C'est, on va dire, sa bouée de secours. Donc elle va s'accrocher et elle va tracter la personne vers le fond. Donc il faut aussi savoir dire non à ces victimes-là, les aider à trouver un avocat, les aider à trouver un thérapeute en disant tu peux m'appeler entre telle heure et telle heure, mais en dehors de ça, il faut que tu appelles les urgences. Je ne suis malheureusement pas un service d'urgence. Je suis ton ami, je suis ton papa, je suis ton frère, je suis ton neveu, je suis peu importe. Je suis un proche et je ne peux pas donner cette énergie-là. Voilà. En espérant avoir répondu à ce que tu souhaitais. Oui, je te remercie beaucoup pour ta réponse complète. J'aurais aussi une question. Je pensais, tu as dû peut-être connaître ces cas, en voir tout au moins un traumatisme supplémentaire, si on peut dire, pour la victime, c'est quand il y a des enfants, petits ou pas petits, et qui assistent justement à ce dénigrement de la femme envers le père, qui représente quand même l'autorité, etc., le père, etc. Je pense que ça doit rajouter encore une couche, si on peut dire. Ah bah bah. Alors, je vais moduler la question de l'autorité. Pour moi, l'autorité, c'est les deux parents. Elle s'exprime différemment et c'est pas toutes les mères qui vont exprimer leur autorité de la même manière. C'est pas tous les pères qui vont exprimer leur autorité, mais ils ont tous les deux à l'exprimer. Néanmoins, on est d'accord. C'est déjà difficile d'encaisser des violences et une fois qu'on est, on va dire, brisé psychologiquement et moralement, de le reconnaître, de se regarder dans la glace et de l'admettre, c'est encore plus dur de voir une personne vulnérable qui n'a pas les moyens de faire face, qui n'a pas encore la maturité émotionnelle et intellectuelle d'un adulte, qui est confronté à cela et de voir qu'on est démuni pour mettre un terme, une barrière et faire stopper ces violences dont les enfants sont témoins. Les animaux, on va dire, c'est un petit peu le même schéma. C'est-à-dire que quand il y a des violences conjugales, parfois, l'animal va se prendre des coups de pied au passage et ça vient nous affecter émotionnellement et sentimentalement et on perd tous nos moyens. On dit que dans les réactions chez les victimes, fight, flight, freeze, fawn, il y a globalement 4 grandes réactions humaines. Alors ça, ce sont des termes anglais. Fight, il va y avoir la riposte. Voilà, on l'a vu chez certaines femmes, on l'a vu chez certains hommes qui vont riposter physiquement. Flight, c'est-à-dire fuir. Certains vont fuir immédiatement, vont prendre la poudre d'escampette et décamper, que ce soit par la porte, par le balcon, enfin bref, vont ouvrir la porte de la voiture et se jeter de la voiture. Certains vont le faire.
freeze, pardon, vont on parle de stupéfaction, enfin, vont geler, c'est-à-dire qu'elles vont être crispées, vont ne plus réagir dans l'espoir que la personne violente va cesser ses violences. C'est-à-dire, si je me mets en boule, si je me fais oublier, si je me fais tout petit, si je ne parle pas, si je ne m'exprime pas de quelque manière que ce soit, peut-être que la personne violente va s'arrêter. Et fawn, c'est le fait de complaire. Il y a cette notion qui va de pair avec le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire d'aller dans le sens de la personne agressive. Elle va limite devenir le bras armé, accepter d'agir comme le veut l'agresseur. Donc, si c'est avoir un rapport sexuel, ben, elle va accepter le rapport sexuel. Verbalement, physiquement. Si c'est faire une action, peu importe, t'es qu'un connard, t'es qu'une connasse, pour parler très brutalement, vas-y, va t'occuper de la cuisine, faire à manger, et puis ferme-la, je veux pas t'entendre, et que la personne, la victime, ben s'exécute, c'est ce qu'on appelle fawn, complaire. Elle agit comme le veut l'agresseur parce qu'elle veut faire cesser les violences et ne pas en avoir davantage. Et dans ce mécanisme-là, quand il y a un enfant en plein milieu, bien, il peut y avoir l'un de ces quatre mécanismes réactionnels qui vont apparaître parce que on voit la violence sur un tiers, l'enfant qui pleure, l'enfant qui se prend des coups, l'enfant qui se prend des claques, l'enfant qui est pris à témoin. Certains parents vont s'enfermer dans une pièce pour protéger l'enfant, mais certains parents vont s'enfermer dans une pièce avec l'enfant pour kidnapper entre guillemets l'enfant, voire vont fuir avec l'enfant en dehors de la maison, soit dans la volonté de le protéger, soit dans la volonté de le contrôler. C'est-à-dire, tu ne m'enlèveras pas mon enfant, je vais te faire souffrir en kidnappant l'enfant, parce qu'il y a un lien affectif, psycho-affectif qui s'est créé lors de la procréation et de la naissance de cet enfant entre le parent et son enfant. Oui, il y a un lien entre la mère et son enfant, et il y a aussi un lien entre le père et son enfant. Alors, je vois d'autres micros ouverts. Justement, en parlant des enfants, une fois qu'il y a eu emprise dans le couple, il y a eu divorce, il y a toujours encore un contrôle par les enfants. Les non-représentations d'enfants n'étant pas bien... les hommes victimes n'étant pas reconnus, la garde est souvent encore donnée à la mère malgré les actions qu'il y a pu y avoir. Et du coup, l'homme des fois peut vivre dans cette crainte de se faire arracher les enfants et donc est encore dans le désir de complaire, accepter des choses. On sait que les enfants sont interrogés sur ce qui se passe à la maison chez le père. Et il y a toujours une forme de contrôle, que ce soit justement la mère qui peut aller jusqu'à demander des photos, demander des vidéos ou des choses qui se passent chez le père pour avoir un contrôle. Et à la moindre faute, le moindre écart, essayer d'enlever la garde au père. Et du coup, on est sur une sorte d'emprise d'autocontrôle, d'autocensure dans les loisirs, dans les actions, dans la façon des fois d'être avec ses enfants, parce que on sait qu'il y a ce contrôle qui est exercé ailleurs. On peut plus être naturel. Entièrement d'accord avec là-dessus. On l'observe régulièrement et beaucoup des hommes victimes de violences conjugales sont des papas. Pourquoi? Parce que bon, je dirais que c'est un petit peu le syndrome de la casserole. C'est-à-dire que si les violences sont très rapidement intenses et répétées, la grenouille qu'on met dans l'eau bouillante, elle va sauter et elle va s'enfuir. Chez les jeunes qui vont subir ces violences de manière très intense et très rapide, bah très rapidement ils vont sortir. On voit que les violences s'instaurent dans le temps en fait, et donc du coup on a des trentenaires, des quarantenaires, des cinquantenaires et très souvent bien il y a une famille qui s'est créée avec des enfants au milieu. Et oui, les violences ne s'arrêtent pas au moment de la séparation ou au moment du divorce. Les violences, il y a des violences avant la séparation, pendant la séparation et la procédure, il y a des violences qui s'instaurent après la séparation aussi et le divorce. Et en fait,
tout moyen de pression sur la victime, parce qu'encore une fois, on en revient à la personne violente veut maintenir le contrôle sur sa victime, veut maintenir le contrôle sur la vie, le quotidien de sa victime, donc va oppresser la victime en ce qu'on appelle le stalking, c'est-à-dire harcèlement par les réseaux sociaux, va venir en bas de l'immeuble, au pied de la maison de la victime, au pied du travail de la victime, va contacter l'entourage de la victime, va répandre des mensonges dans le réseau socio-professionnel de la victime. Elle va, et ben forcément, l'enfant il disparaît pas après la séparation. C'est un lien à vie entre la maman et le papa. Et donc du coup, il y a et c'est la chair de sa chair. Donc il y a un tel lien psychologique et affectif. C'est la voie d'or pour continuer de perpétuer les violences. On le voit chez certains hommes violents, chez les femmes violentes aussi. Et donc du coup, elles vont faire de la rétention. Elles vont tenter et Philippe, c'est ça, hein? Je crois qu'on se connaît indirectement. On a dû se voilà. Elles vont commencer à essayer de projeter des règles chez le papa. C'est-à-dire que elles veulent avoir le contrôle de l'enfant chez elles, mais elles veulent avoir le contrôle de l'enfant chez le papa. Donc, chez le papa, l'enfant n'a pas le droit de faire ceci, l'enfant n'a pas le droit de s'habiller comme cela, l'enfant n'a pas le droit de manger ceci, l'enfant n'a pas le droit de côtoyer telle ou telle personne. Et tu fais bien attention quand tu vas chez papa, ceci ou cela n'a pas le droit d'avoir lieu. Et donc, du coup, c'est au papa de déconstruire tous ces mécanismes de contrôle coercitif qui sont projetés chez lui et comment s'en dépatouiller? On va dire avec l'âge se faisant, si l'emprise et le contrôle coercitif, alors j'aime pas tellement la notion d'aliénation parentale parce qu'elle est très controversée, mais si on parle d'emprise et contrôle coercitif, il y a un lien de cause à effet, là pour le coup, qui fait que l'enfant malgré tout à l'adolescence va s'approprier avec le temps potentiellement sa propre identité, va comme tout adolescent digne de ce nom rentrer en opposition face à ses parents, maman comme papa, et peut-être qu'à ce moment-là il se déclenchera un mécanisme de rejet par rapport à ce contrôle coercitif et de manière assez violente. C'est pas dans tous les cas. Ça, c'est propre à comment tout le tissu autour de l'enfant va s'opérer. De quel bois est fait l'enfant aussi. Chez certains, ils vont demander à aller habiter chez papa et on a pu l'observer chez certains de nos victimes. Il y a le cas de figure d'un homme qui nous a contacté il n'y a pas si longtemps que ça. L'homme a déposé plainte, il n'a pas été reconnu dans les violences, mais maman s'en est pris à ses enfants. Les enfants ont déposé plainte contre leur mère et pendant la plainte qu'ils ont déposée contre leur mère, on s'est dit mais pourquoi vous prenez pas les plaintes qui ont été faites par papa? Non, parce que papa il n'arrête pas de déposer plainte, mais vous en avez rien à faire. Et là, on va dire le système judiciaire, c'est enquiller, c'est poser des questions. Merde, on a fauté. Et donc du coup, il a été reconnu dans son statut de victime. Les procédures ont repris. L'enfant a réussi à être entendu en tant que victime, a demandé auprès de la justice à aller vivre chez papa et a obtenu gain de cause. Alors, les avocats consultés disaient qu'un papa était très mal reconnu et que des fois la justice préférait, quand il y avait ces cas-là, placer les enfants, en bas âge en tout cas, dans des foyers plutôt que les confier à un père qui était psychologiquement… Ce sont les stéréotypes du genre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de juges, d'avocats. On va parler déjà des avocats parce que ils sont là pour défendre censément leurs clients. Il y a beaucoup d'avocats ou d'avocates qui continuent, de par les représentations du genre, à dissuader les papas
de se battre pour leur enfant. Ce qui fait qu'ils arrivent en justice déjà démissionnaires. Pourquoi? Parce que leur avocat et même certains thérapeutes font ce travail de sape avant. Pourquoi? Parce que c'est toujours plus facile de prendre un chèque et de ne pas avoir à se battre outre mesure et à user le soleil, entre guillemets, que d'aller en justice, remonter les manches et mettre les mains dans le cambouis, parce que vous allez devoir vous confronter à parfois des juges qui ne reconnaîtront pas les violences et il faudra leur marteler et leur marteler encore qu'ils ont tort de penser ainsi. Il y a des juges, quand on leur présente les plaintes, il y a des faits, il y a des mails, il y a des audios, il y a des vidéos, il y a même des certificats médicaux qui prouvent que l'homme a été victime de violences conjugales avec plus de 10 ITT. J'ai eu le cas de 40 ITT. Et la justice qui fait j'ai rien vu, j'ai rien entendu et surtout je ne dis rien. Et ça s'observe encore aujourd'hui. Alors oui, ça existe chez les femmes, mais oui, ça existe chez les hommes aussi. Et donc du coup, il faut se battre parce que quand bien même ils reconnaissent les violences faites par la maman, ils ne reconnaîtront pas forcément l'aptitude d'un papa à être parent. Oui. Et on a le cas de figure aussi d'un papa qui a dû se battre pendant 3-4 ans. Et il a été victime de violences conjugales. On lui a retiré on l'a mis en prison. Pardon. Excusez-moi du peu. On l'a mis en prison pendant un certain nombre de semaines. Après quoi, on s'est aperçu que, oups, on a fait une bêtise. La personne violente, c'était madame. Donc, on a libéré monsieur. Pour autant, madame est toujours libre. Elle est toujours pas condamnée. Elle n'a pas fait de prison. Et derrière, on a quand même admis que madame n'était pas acceptable comme identité parentale, mais on n'a pas voulu reconnaître monsieur dans son identité parentale. Donc, on a placé les enfants pendant 3 ans et il a dû se battre pendant 3 ans avec la justice pour récupérer ses enfants et en obtenir la garde totale. Donc, oui, on a ces cas de figure-là aussi. Mais là, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle les violences institutionnelles. C'est plus des violences intrafamiliales ou conjugales. Ça surajoute Ça se surajoute. Merci messieurs pour ces questions. Peut-être on va continuer en dehors après de l'enregistrement si vous voulez continuer à parler. Je vais laisser le micro ouvert pour ceux qui voudront rester. Je vais peut-être libérer ceux qui veulent être libérés. Bon. Déjà, avant toute chose, avant qu'on termine officiellement, je souhaitais vous remercier pour cette invitation et ces échanges, ces questions qui viennent, on va dire, pas dire édulcorer, mais rajouter à la compréhension générale, parce que c'est une vraie pelote de laine en fait, les violences conjugales. Il y a tellement de sphères qui s'interconnectent, qui s'interchoquent, que vous ne pouvez pas détricoter une pelote de laine juste en tirant sur un fil. Vous avez peut-être créé un nœud à un certain endroit, et c'est un mécanisme complexe qui tient de prendre avec finesse. Voilà. Merci Ulrich pour ta parole claire, sincère et profondément humaine. Merci d'avoir porté aujourd'hui cette réalité trop souvent tue avec force et avec respect. Ce que tu as partagé résonnera, j'en suis certaine, bien au-delà de cette rencontre. À travers ton engagement, tu offres non seulement de la reconnaissance, mais aussi des repères et des pistes pour ceux qui cherchent à s'en sortir. Et ça, c'est essentiel. Merci aussi pour ta confiance et pour tout ce que tu incarnes. À toutes les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui, merci d'avoir pris ce temps. Si cette rencontre a semé quelque chose en vous, une prise de conscience, une question ou un début de réponse, alors elle a rempli son rôle. Vous trouverez prochainement le replay sur notre chaîne YouTube. Et si vous souhaitez soutenir nos actions ou participer à la suite des rencontres Supréniro, n'hésitez pas à nous contacter ou à relayer ce projet autour de vous. À très bientôt pour une prochaine rencontre. Prenez soin de vous et des autres. Je peux rajouter un dernier mot? Bien sûr, bien sûr. N'hésitez pas, entre guillemets, à nous contacter en tant que victime, mais si vous voulez œuvrer à nos côtés, n'hésitez pas non plus. Il y a tellement à faire qu'on a besoin de force humaine
bienveillantes et compréhensives qui veulent bien travailler à nos côtés et continuer à offrir plus de solutions à ces victimes dans le besoin. Voilà. Merci encore.